Salut à tous. Salut. Salut. Il y a un an de ça, on avait lancé une formidable idée de faire des top 10 de nos jeux préférés sur le trimestre d'avant. On avait réalisé un top 10 qui était assez magnifique, je crois, quand même, qu'on avait diffusé. Oui. On avait peut-être tourné le top 10 du deuxième trimestre et du troisième trimestre, qu'on n'avait peut-être pas diffusé parce que j'avais peut-être manqué un petit peu de temps. Ça fait beaucoup de peut-être, ça. Hein. Et puis là, au début d'année 2018, on s'est dit qu'on allait tout relancer. Donc on a relancé le blog déjà pas mal, on a fait beaucoup d'articles. On a lancé le Facebook qui fonctionne bien et une newsletter. Et donc maintenant, on va essayer de tenter de faire un superbe top 10 de ce premier trimestre 2018. Alors donc, pour ce premier trimestre, il faut savoir qu'il y a eu environ 120 jeux qui sont parus. On a noté 120 jeux sur nos fichiers. 120 jeux parus et je pense qu'à nous trois, on a dû en tester, y jouer une soixantaine. Voilà. Et donc on va commencer directement par notre 10e jeu préféré. Numéro 10. En numéro 9, on va commencer par toi, Jules, puisque Numéro tu es 10. Pourquoi numéro 9 On recommence. Voilà. Tu vois, ce genre de choses, ça arrive Ah oui, souvent. non, mais ouais, je vois. Numéro 10. Donc moi, mon numéro 10 sur les jeux sortis depuis ce début d'année, j'ai mis Mission Pas Possible. Ah, Donc Mission Pas Possible, c'est un jeu qui se joue en 10 minutes, puisqu'il y a un timer que vous pouvez avoir sur l'appli qui est proposée par Renegade et qui ajoute beaucoup à l'ambiance du jeu. Et après, c'est un coopératif où il faut lancer de manière assez frénétique, mais tout en réfléchissant des dés pour réussir à les mettre suivant des cartes avec des contraintes et réussir en 10 minutes à épuiser tout le paquet de cartes qui sont en fait des bombes qu'il faut désamorcer. Donc c'est très sympa à jouer, c'est frénétique, c'est du coop, il faut causer un petit peu, regarder les autres, ça passe bien, c'est sans prétention, mais c'est vraiment agréable à jouer et j'en ai déjà fait beaucoup de parties parce que c'est difficile de gagner. moi j'ai joué un peu moins pour l'instant, on a joué quand il est sorti, on était super content de le découvrir. Ça fait partie des jeux qu'on aime bien faire découvrir à un nouveau public. Dès qu'il y a de nouveaux joueurs autour de la table, il y en a quelques-uns comme ça dans la liste des jeux de ce mois-ci. Et je l'ai mis un peu plus haut du coup, vu que je l'ai moins joué. Okay. Tu l'as pas mis? Non. Et alors, quel est ton numéro 10? Alors en numéro 10, moi j'ai mis un jeu qui s'appelle Mémoire, avec plein de R derrière. Donc, Je l'ai mis aussi en numéro 10. Ça tombe bien, bon choix. On y a joué hier, t'as pas joué, je suis désolé, mais c'est très rigolo. Alors Mémoire, c'est quoi? C'est un jeu de mémoire, voilà, qui est très sympa, qui va se jouer en 7 manches. La première manche, il y aura un petit peu d'aléatoire, parce qu'en fait, on va avoir une série de cartes face cachée devant nous, et avec à chaque fois un animal dessiné dessus, et en arrière-plan, on a un décor. Ça peut être le désert, l'océan, des choses comme ça. Un premier joueur va retourner une carte, par exemple avec une tortue dans un désert. Le deuxième joueur, pour ne pas être éliminé de la manche, il doit retourner une carte avec soit une tortue, soit un désert. Donc évidemment, dans les premières manches, c'est un petit peu du hasard, mais plus les manches vont s'enchaîner, plus il faudra se souvenir d'où étaient placées les cartes sur la table. Donc on l'a joué hier avec un enfant, ça se passe très bien. Ça fait partie des mémories qu'on aime bien jouer avec des enfants, où ils sont très forts, plus forts que nous en général, mais c'est assez fandard avec les adultes. Je le conseille notamment en fin de soirée quand tout le monde est beurré, ou alors n'a plus d'imagination, n'a plus de mémoire, là c'est vraiment rigolo. Donc c'est un très très bon memory. Mais j'aime pas les memories, donc pour dire qu'on le met quand même, c'est-à-dire que c'est vraiment rigolo. Ça passe plutôt bien. Numéro 9. En numéro 9, j'ai choisi encore un jeu pour enfants, mais que je trouve assez rigolo quand même à jouer entre adultes, c'est Kikafé. Ah, c'est peut-être mon numéro 9 aussi. C'est pas mal pour l'instant. Alors, Kikafé, c'est un jeu où on essaye de deviner quel animal a fait caca. Donc déjà, il y a une mise en place qui est très amusante pour les joueurs autour de la table, parce qu'il y a un caca à trouver, et les joueurs doivent poser un de leurs animaux qu'ils ont en main, pour dédouaner cet animal qui n'a pas fait caca. Donc, on a 6 animaux chacun, c'est un petit côté jeu de mémoire également, dans lequel il faut se rappeler effectivement quels animaux ont déjà été joués. Je vous explique pas plus la règle, mais juste l'ambiance, l'atmosphère qui est autour de la table, c'est très rigolo. C'est super fandard. Ouais. Je pense que c'est un jeu de mémoire comme tu dis, il faut se souvenir des animaux tombés et un jeu de rapidité également. Donc c'est très simple, la règle s'explique en quelques secondes, et généralement c'est vrai qu'on s'amuse bien autour de la table avec un petit jeu comme ça. Donc avec des animaux. Avec des animaux. Ils n'ont pas prévu une version avec des personnalités célèbres. Je pense qu'il y aura une extension. Ouais, sûrement. Donc là, c'est la version anglaise. We did it. Tu l'as pas mis? Non, parce que je ne l'ai pas joué. Mais si, on a joué à Cannes. T'étais pas là à Cannes? Non. Enfin, j'étais à Cannes, mais pas... Il est arrivé juste après, je crois. On va te faire jouer un jeu à te faire découvrir. On va te faire jouer à Kikafé juste après, je pense que tu vas bien rigoler. Tu vas peut-être changer de ton top. Alors, moi, mon numéro 9, pour qu'il y ait un petit peu de diversité, vu que pour l'instant, vous ne faites pas preuve de beaucoup d'originalité, j'ai mis Welcome to, ou Welcome, qui est un jeu
dans la lignée des on lance les dés et chacun coche dans son coin, et là en l'occurrence c'est on retourne des cartes et chacun coche. Donc il y a pas mal de jeux qui existent dans cette thématique. Moi j'aime bien le plus basique qui est Quinto, que je trouve vraiment voilà, c'est un de mes préférés aussi. C'est la base et ça s'explique très bien pour faire découvrir de nouveaux joueurs à caler entre deux jeux ou en fin de soirée. Et à l'autre bout du spectre, je trouve que Welcome c'est le plus complexe avec le plus d'options possibles et je l'aime bien aussi. Après il y en a d'autres que j'aime bien autour, mais c'est vrai que là celui-ci est une nouveauté et je trouve très appréciable avec Quinto et quelques autres. Et j'ai vu que dans la règle il y avait un QR code pour, plutôt que d'utiliser son bloc déjà énorme, on pouvait y aller avec la tablette. J'ai pas encore essayé, mais du coup. Et directement remplir sur la tablette. Ouais, tu peux cocher. Ah, ça peut être pas mal. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée. Vous l'avez mis quand même. Ça évitera de faire... Oui, on l'a mis, mais plus haut, parce que forcément. Je l'ai peut-être mis un peu plus... En fait, j'ai hésité. Soit je l'ai pas mis et il doit être en 11e, soit il va venir un peu plus tard. Donc on découvrira ça tout à l'heure. Beaucoup de teasing en fait. Oui. J'ai l'impression que tu te teases toi-même. Si tu veux, j'ai pas beaucoup de mémoire. Je vais regarder si je l'ai mis du coup. Numéro 8. J'ai tellement manipulé ce que la merde. Ah, vous inquiétez pas, il y est. Alors en numéro 8, j'ai mis encore un petit jeu rigolo. Il y en a pas mal dans mon classement de ce trimestre. Ça s'appelle Dardar. Donc Dardar, c'est la suite d'un jeu qui était sorti qui s'appelait Mytho. Donc c'est un petit jeu de cartes très rigolo dans lequel il faut tricher. Donc le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes les cartes qu'on a en main. Et il est possible de tricher. Donc on peut se gratter la tête et faire tomber une carte sans se faire voir par les autres joueurs. Donc les nouveautés de Dardar sont quand même assez sympas. Il y a notamment une carte sauterelle qui se trouve entre deux joueurs. Et le but, c'est d'essayer de la subtiliser à l'autre joueur sans qu'il se rende compte. Également une carte, je crois que c'est une abeille. Quand l'abeille elle tombe, il faut que le joueur qui la joue touche vite un autre joueur. Ouais, donc toutes les cartes qui sont dans Dardar, c'est pas les mêmes rôles que les cartes qui sont dans Les Mytho. pouvoirs sont différents. Les pouvoirs sont complètement différents. Ouais. Donc on retrouve vraiment le fun d'un Mytho dans lequel il faut essayer de tricher, mais il y a des nouveautés au niveau des pouvoirs qui font que ça a été un vrai plaisir d'y rejouer. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en numéro 8. Oui, Mytho, c'est un indispensable en fait. C'est un jeu qu'il faut absolument avoir chez soi parce que c'est super rigolo à jouer en groupe. Bien sûr, oui. Notamment avec des publics différents, gros joueurs et plus petits joueurs. Il y a ce côté de tricher, même si c'est très encadré malgré tout. Et puis là, il y a un petit truc en plus avec quelques cartes supplémentaires qui font que Mytho est obsolète. Il faut plutôt jouer à Dardar. Je pense que oui, les cartes sont bien trouvées. C'est une petite amélioration. Donc, moi, il est plus haut. D'accord, donc il va apparaître. Et toi ? Moi, je ne l'ai pas testé celui-ci. Et Mytho, je l'ai, j'ai joué, mais le fait de tricher, de ne pas se faire voir, etc. Il y a toujours certains groupes avec lesquels ça a du mal à passer. Il y a un petit peu de non, attends, voilà. Exact. Et par contre, dans la collection, moi j'ai toujours le poker des cafards qui est dans le panthéon des meilleurs jeux du monde qui puissent exister. Voilà, celui-là, nickel. Et la salade de cafards aussi qui est vraiment dans le top. Alors moi en 8e position, j'ai choisi un petit jeu. Alors c'est un jeu à boire en fait. C'est Jetlag, que vous avez peut-être mis aussi dans vos listes. Oui, je l'ai mis. Et qui propose aux joueurs de... Comment expliquer Jetlag ? Alors en fait, les gens disent que c'est comme le Burger Quiz, sauf que le Burger Quiz, c'était pas la même chose. Ouais. C'est une suite de questions où dans le Burger Quiz, il fallait enregistrer les réponses dans sa tête et toutes les rebalancer les unes à la suite. Là, Jetlag, en fait, on pose des questions à la suite et après la première question, on ne répond pas et à partir de la suivante, on répond en décalé à la question précédente. C'est ça, et c'est juste des cartes dans la boîte, donc on va tirer une carte de liste de questions, on se les lit l'un à l'autre joueur. Ce qui marche très très bien, c'est ce qu'explique souvent Mathieu Despnous qui édite le jeu, c'est que quand on est assis à côté de la table, finalement, le joueur qui est sur le canapé, il a envie d'écouter, il a envie de participer, et très rapidement, il tente le coup aussi. Il va jouer aussi, même si c'est le ronchon qui n'avait pas du tout envie de faire de jeu ce soir-là. C'est complètement un jeu de société, mais c'est pas vraiment du tout dans l'esprit des jeux qu'on a l'habitude de sortir. Alors moi, c'est ce qui me plaît dans ce jeu, c'est que j'aime bien ce genre de petit jeu où tu vas être à table au restaurant ou dans un repas de famille ou avant un gros jeu, et t'as pas forcément besoin d'installer du matériel. On est juste posé à table, on sort quelques cartes et on s'amuse pendant 10-20 minutes. Et c'est ce qui s'est passé il y a pas si longtemps avec ma famille, et généralement ça passe très bien. Petite félicitation pour la carte. Quelle est la réponse ? On a le choix entre choucroute, ornithorynque et Italie. Parce que ça, je me sens obligé de la faire jouer à chaque nouveau joueur parce que voilà. Je pense qu'un jour, elle sera au programme du bac tellement elle est bien construite. C'est ça pour moi, la vraie force de ce jeu, c'est que
le principe du jeu, tu l'as expliqué, c'est très simple, mais sur chacune des cartes, comme tu dis, ils ont trouvé vraiment une originalité, et tu as vraiment cette envie d'essayer toutes les cartes. Parfois, il faut faire du mime, parfois, ça va être imiter des sons, des curiosités comme ça, et à chaque fois, tu essayes, le jeu se renouvelle vraiment. Donc, c'est la vraie force du jeu. Donc moi je l'ai mis mais un peu plus loin. Moi aussi. Et donc, il te reste ton top 8. Oui. Alors mon top 8, j'ai profité de la sortie en français de Trésor englouti, l'extension pour Clank, pour remettre un peu comme on met un César d'honneur à Jeanne Moreau pour l'ensemble de sa carrière, là c'est un petit peu pour l'ensemble de Clank, parce qu'on a eu Clank, on a eu Trésor englouti pour Clank, là sort Séjour, la deuxième extension avec la momie pour le Clank de base, et encore pas en français mais en anglais existe Clank in Space, et moi vraiment c'est le deck building qui est sorti voilà, il y a quelques temps déjà, mais qui pour moi a complètement rajouté quelque chose en plus pour le deck building, avec ce plateau, avec des cartes qui vont permettre de se déplacer sur le plateau, et puis de faire une course, de jouer sur le plateau en même temps que sur les cartes, faire une sorte de stop ou encore, et c'était vraiment très très plaisant dans Clank et ses extensions. Et là, dans Clank in Space, ils ont rajouté de la rejouabilité avec le plateau modulaire, ils ont rajouté des mécanismes qui permettent d'éviter une stratégie rush qui peut un petit peu gâcher le jeu, et puis le fait qu'on puisse jouer plusieurs cartes avec des factions pour déclencher des combos. Donc Clank et Clank in Space et l'ensemble des extensions Clank profitent de la sortie de Trésor englouti en français pour recevoir ce numéro 8 d'honneur. Numéro 7. Alors en numéro 7, j'ai mis un jeu, je ne sais pas si on en a déjà parlé, ça s'appelle Welcome. On en a déjà parlé. On a déjà parlé. Voilà. Donc en 7, j'ai mis Welcome. J'avais oublié tout à l'heure, mais j'ai mis Welcome en 7. Alors, du coup, c'est moi qui vais prendre la parole. En 7, j'ai mis Mission Pas Possible. Voilà. Ah, d'accord. Okay. Alors, le 7, ça va aller vite, puisque moi en 7, j'ai mis Jetlag. Ah, Ok. voilà. On passe au 6 On peut passer Passe au au 6. 6. Numéro 6. Alors moi, en 6e position, j'ai mis Decrypto. Donc je ne sais pas si vous l'avez placé quelque part dans Bah votre oui, liste. beaucoup plus Peut-être haut, mis un peu évidemment. plus. Ouais. D'accord. Donc Decrypto, c'est un jeu de communication qui se fait en équipe où il va falloir... En fait, je crois que Decrypto, c'est très difficile à expliquer, C'est et même pour très- expliquer le jeu à des exactement, joueurs, c'est exactement, très bien. c'est ça. Mais c'est un excellent Oui, jeu de jouer. communication qui, à la première partie, à la première manche, a tendance à décontenancer les gens, et puis dès qu'on est rentré dedans, voilà. C'est très 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 bien. Ça me rappelle d'une certaine manière les sensations un peu de Link, ce jeu qui était chez Inudo Veritas, qui Inudo doit toujours Veritas, exister, ça, mais c'est vrai que c'est un très vieux jeu. Voilà, dans les sensations. Après, ça se joue par équipe, c'est plus construit dans la durée que Link ou d'une manche à l'autre, voilà, on rebondit. Mais voilà, il y a l'idée d'être créatif, de donner des indices, mais en même temps de brouiller les pistes. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Ça, je l'ai essayé plein de fois depuis ce début d'année. Et ouais, chaque fois, les gens, ils vont commander Pour nous dans la aussi, foulée. je pense que c'est le jeu, pour l'instant, de ce début d'année que j'essaie de ressortir à chaque fois. J'ai envie de faire ma partie à chaque fois en soirée jeu. Parce que comme tu dis, c'est vraiment très bon. Très dur à expliquer. Moi, c'est la même chose. Généralement, quand tu essaies d'expliquer ce jeu aux gens, tu leur dis, bon, on va passer un premier tour un petit peu comme ça pour que vous voyez. Et rapidement, ils se rendent compte de la chose. Mais il y a une petite subtilité dans le fait de devoir faire deviner des indices à son équipe sans trop donner d'informations, parce que l'équipe adverse va essayer également de deviner nos mots. Et à expliquer ça, c'est assez compliqué. Donc généralement, quand on fait une première partie, on aura tendance à avoir des indices un petit peu trop faciles. Et rapidement, les gens se rendent compte de leur erreur. Et au bout de la deuxième partie, le jeu se lance vraiment très bien. Moi, je conseille de faire une partie à blanc, un tour à blanc. Exact. Parce que à chaque partie que j'ai fait, il y a toujours eu le moment où ah oui, j'avais pas compris ton explication, alors que vous savez, vous êtes bien placé pour le savoir, j'explique très bien les jeux habituellement. C'est vrai. Je fais jamais d'erreur, j'oublie rien. Ah, alors mon 6e jeu préféré de ce mois-ci, c'est un jeu de cartes avec un petit plateau, mais c'est surtout un jeu de cartes. Il s'agit d'Exposition Universelle, un jeu paru en 2016, mais réédité enfin en français, qui arrive chez Renegade France. Et donc c'est un petit jeu de cartes dans lequel on fait des collections et des majorités. Il n'y a absolument rien de novateur, mais c'est super agréable à jouer. Ça fonctionne super Voilà, bien. ça dure 30 minutes, on joue rapidement. Pour l'anecdote, ça concerne l'Exposition Universelle de Chicago,
dans lesquelles il y avait une grande roue. Je me suis rendu compte, j'ai passé un moment sur Wikipédia pour lire un petit peu comment fonctionnait cette roue. Elle mettait 10 minutes à faire le tour. Et dans une partie, on met 10 minutes à faire le tour de la roue. Et je trouve que c'est pense rien qu'ils que ont pour vraiment, ça mérite c'est une super place bien en fait. 6e position du classement. Alors si j'ai une anecdote aussi, toujours concernant l'exposition universelle, il faut savoir qu'en 2020, c'est à Dubaï qu'aura lieu la prochaine exposition Ça universelle. aura peut-être un stand à monde de jeu. Qui sait? Possible. Donc ouais, c'est vrai qu'il est pas, je l'ai pas mis dans mon top 10, mais je l'ai testé là cette semaine et ouais, j'ai vraiment bien aimé. Et il y a un petit côté vintage qu'on retrouve sur les Ouais. illustrations et même dans les mécanismes, mais c'est pas désagréable du tout. C'est vraiment sympa. Et Ça on se plaît à lire le plus grand fromage du monde au pavillon de la Suisse. et, On a tout lu, voilà, hein, George oui. Davis. Ouais, c'est Voilà. pour ça que la partie a duré 2 heures. C'est ça, c'est ça. Soit plus long qu'un tour de grand nom. Mais oui, très, très sympathique. Et toi, ton top 6, Sylvain? Alors, de mon côté, en numéro 6, j'ai mis un jeu qui s'appelle Dream On. Donc, Dream On, ça fait partie de ces jeux qui, on en parlait tout à l'heure, tu prends plaisir à faire découvrir à des nouveaux joueurs. Chaque table, les parties seront différentes, puisque Dream On, en fait, ça va se jouer en 2 temps. On est tous ensemble. Dans un premier temps, on va avoir des cartes en main, avec des illustrations, et on va devoir raconter une histoire. On a un sablier de 2 minutes, je crois, pour raconter une histoire. Et ensuite, une fois que ce sablier est écoulé, on reprend tout le paquet de cartes qu'on a joué à l'envers et on va devoir, chacun notre tour, se souvenir de l'histoire. Donc on a 3 solutions. Soit c'est à moi de jouer, je me souviens du début de l'histoire, donc il était une fois un petit panda. Soit j'ai un doute, je demande de l'aide à quelqu'un pour marquer 1 point. Soit je me trompe et je marque moins 2 points. Et le but, ça va être de dérouler l'histoire qu'on a racontée un peu plus tôt. Et je trouve ça très bien. Les illustrations permettent vraiment d'être créatifs. Ceux qui le sont moins, je pense que le jeu est suffisamment bien fait parce qu'en fait, au moment où on crée l'histoire, si quelqu'un est moins à l'aise, il n'est pas forcément obligé de jouer ses cartes pour raconter l'histoire. Il peut juste se concentrer, écouter, essayer de mémoriser pour ensuite, sur la deuxième partie mémoire, de déployer ses cartes. Donc moi, j'ai trouvé ça très sympa. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en numéro 6. Bah, ça fait partie de la catégorie de jet lag en fait. Hein. C'est le type de jeu qu'on va jouer notamment auprès d'un nouveau public Ouais. pour le faire Bien découvrir, sûr. pour voir comment les gens réagissent. Par contre, j'ai moins d'intérêt à y jouer. Je pense que seul- jet lag, le- j'y rejouerai à toutes Ouais. les cartes, alors que celui-là, bah, une fois que je l'ai fait avec un public, j'y rejouerai Le pas seul forcément. intérêt d'y rejouer avec un public, c'est ce côté, ok, là on a fait 27 points, on a envie d'en faire un petit peu plus. Ouais, mais dans ce genre de jeu. Je compte pas les Mais- points là-dessus. Hein. Encore une fois, moi je pense que c'est vraiment un jeu, oui, comme tu dis, qui va fonctionner différemment en fonction des publics, et en ça je le trouve très intéressant. Numéro 5. Alors en numéro 5, moi j'ai choisi de mettre un jeu dont on a déjà parlé, c'est Welcome. C'est donc mon jeu de Dice and Write and Roll. C'est ça. On en a déjà parlé de celui-là. Mon jeu préféré de ce type-là pour ce trimestre-là. Ok, moi j'ai dû le mettre aussi dans mon top 10. Je sais plus Peut-être deux exactement. fois, Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as mis en... Alors, moi, en 5, j'ai mis quelque chose d'un peu plus dodu, à savoir Rising Sun. Donc Rising Sun, c'était un projet Kickstarter qui est maintenant disponible en boutique, qui a été livré il y a un peu plus d'1 mois. Donc moi, j'ai fait le Kickstarter, donc chaque fois quand on reçoit le truc avec les stretch goals, etc., on se dit « Oh là là, j'ai pris tout ça ». Même sur un pledge de base, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'est un peu la même équipe, il a été un peu présenté comme le tome 2 de Blood Rage, que j'avais pas particulièrement apprécié. Là, à la lecture des règles lors de la campagne, j'avais été plus intéressé par le côté diplomatie, intrigue et un petit peu trahison. Donc c'est dans un univers japonais médiéval fantastique qui... Si FFG n'avait pas les droits, on pourrait dire que ça ressemble beaucoup à la légende des 5 anneaux, mais non, c'est pas le cas. Donc il y a d'autres noms avec des clans, etc. Mais on peut dire qu'il y a un petit peu la même inspiration. Et c'est principalement former des alliances, aller conquérir des territoires, prendre des cartes pour faire des combos. Donc il y a un petit côté Blood Rage, mais sans un côté qui m'avait pas trop plu dans Blood Rage, le côté draft, et puis après je balance tout sans espoir du lendemain, où finalement il y a une espèce de keeper gagne permanent que je trouvais pas folichon. Là, il y a beaucoup moins cet aspect-là, il y a beaucoup plus le côté intrigue, négociation autour de la table, et je l'ai testé en plusieurs configurations, et réellement la configuration à 5, c'est ce qui me plaît le plus, Ouais. parce qu'il y a un système d'alliance où les joueurs vont pouvoir s'allier par paquet de 2, et quand on le joue à 4, ça fait du 2 contre 2, et il y a moins de tension au niveau des alliances, alors que dès qu'on est à 5, il y en a un qui va se retrouver tout seul,
et l'imbriquement des phases va faire que la phase de discussion, de cérémonie du thé, comme elle est appelée, devient beaucoup plus intéressante, et puis ça négocie dans tous les coins. Donc vraiment des bonnes sensations d'intrigue et de coup fouet. Alors, pareil, ça plaira pas à tout le monde parce que c'est un jeu un peu où on peut perdre ses amis. Il faut avoir une grande table, il faut avoir des amis peu susceptibles, il faut aimer ce genre de choses. Et puis, il y a aussi de très très belles figurines, comme ils ont l'habitude de le faire, mais là, ça avait encore monté d'un cran, je trouve. Donc, Rising Sun, vraiment une bonne surprise de ce KS. Et toi, tu l'avais acheté en boutique? Non, j'ai fait le l'as fait KS, ouais, et je regrette pas du tout. Moi, j'ai fait... Parce que voilà, si tu veux, là, c'est mon cœur qui parle. Mes impressions de jeu, il n'y a pas le côté syndrome de Stockholm qu'il y a quelquefois dans un KS où voilà, t'as acheté un jeu un peu comme ça dans l'engouement, t'as attendu 1 an et demi, tu reçois un jeu, finalement il te plaît pas, puis tu te dis j'ai payé trop cher un truc qui me plaît pas, je l'ai attendu longtemps, etc. Donc tu peux pas en plus dire que je l'aime pas, donc tu te sens un petit peu prisonnier de ça, et voilà. Mais là, c'est vraiment bien. Tu l'aimes? Ouais, je l'aime. Ok. Moi, on n'y a pas joué. On l'a pledgé, on l'a reçu, on a plein de boîtes et on attend d'avoir 5 joueurs. Et donc toi, Sylvain? Donc moi, en 5e position, j'ai décidé de mettre, c'est mon gros jeu du classement, encore que c'est un jeu moyen, qui s'appelle Santa Maria. Et je crois que c'est un jeu qui était que vous aviez sélectionné dans le Diamant d'Or. Donc le Diamant d'Or, c'est du Diamant d'Or. Classement des gros jeux, c'est ça? Le classement que vous faites sur les gros jeux? C'était le jeu le plus léger de la sélection du Diamant d'Or. Et c'est la raison pour laquelle il est arrivé tout en bas du classement. Comme souvent, ouais. Chaque année, le jeu le plus léger finit en 8e position. Et c'est un jeu de gestion dans lequel on lance des dés. Et on essaye de s'adapter au lancer de dés pour réaliser les meilleures combinaisons possibles. On va pas du tout expliquer le jeu, mais dans l'ensemble, ça m'a bien plu. C'est relativement léger parce que ça dure 60 minutes environ. Et je l'ai classé un petit peu plus haut, moi. Je trouve ça très bien parce que ça reste léger au niveau des règles. C'est pas compliqué à expliquer ni à comprendre. Mais par contre, ça devient quand même suffisamment casse-tête. Il y a de quoi s'amuser à ce niveau-là. Et comme tu dis, oui, c'est pas des parties très longues. Donc moi, j'ai Pour l'expliquer, on peut parler de l'illustration qui donne exactement l'idée de ce qu'est ce type de jeu, c'est-à-dire assez moche. Ça correspond parfaitement au jeu à l'allemande avec un bord gris. Et puis pas grand chose. Mais c'est vrai qu'il y a quelques illustrations, puis surtout les pions pour les points de victoire, là, on a l'impression que c'est du clip art, c'est vraiment pas terrible. Par contre, le fait d'avoir des dés et après de les mettre et puis de faire des combinaisons de choses sur sa grille, ça permet de construire son plateau de développement, de se spécialiser. Et puis après, en même temps, il faut regarder par rapport aux autres, il y a de l'interaction parce que l'autre, si j'attends un peu, je pourrais faire une meilleure action, mais l'autre va peut-être me prendre le dé. Donc non, c'est vraiment un bon jeu. Très sympathique. Numéro 4. En 4e position, j'ai choisi le jeu Dardar, dont on a déjà parlé. Ok. En 4e position, j'ai choisi le jeu Exposition Universelle, dont on a déjà parlé. Et moi, pour rompre la monotonie, j'ai choisi un nouveau jeu, que vous avez peut-être mis un peu plus loin, qui se trouve être Château Aventure. Oh. Donc, j'ai peut-être mis un peu plus loin. Château Aventure, c'est un jeu avec une petite boîte, mais surtout un gros bouquin qui va présenter 12 aventures, 12 scénarios, qui s'inspirent des très vieux jeux old school qu'on pouvait jouer sur ordinateur à l'époque, dans les années 90, sur Commodore ou Amstrad, où il fallait taper les commandes en mode texte. Et donc, ça se veut un jeu de rôle assez dirigiste, assez minimaliste, mais qui est très sympathique, avec 12 aventures différentes, avec voilà, le fait de pouvoir jouer à plusieurs, et que moi j'ai fait tester à beaucoup de groupes de joueurs, à des adultes, où c'est sympathique, mais surtout avec mes enfants ou avec d'autres enfants, où là vraiment le jeu prend voilà, toute sa dimension. Ils ont vraiment adoré. Pendant la semaine où je l'ai reçu, c'était tous les soirs, voilà, ça remplaçait l'histoire du soir. C'était une histoire où ils faisaient partie de l'histoire. Et après, ils ont voulu faire jouer les aventures et même l'emmener à l'école pour faire jouer aux copains à la pause de midi. Donc ça marche super bien. Il y a 12 aventures différentes. Certaines qui sont dues à l'auteur original du jeu Château Aventure en anglais. On a 4 scénarios qui sont réalisés par l'auteur Jared Sorensen, si je me souviens bien, et 8 scénarios qui ont été proposés, ou Yellow a proposé à d'autres auteurs de travailler dessus. Moi, je trouve que c'est une des grandes qualités du jeu, parce que chacun amène sa petite touche personnelle. Par exemple, là, c'est le scénario de Ludovic Maublanc qui est génial. Et ça renouvelle complètement le jeu, parce que finalement, les scénarios de l'auteur de base sont bien, mais malgré tout, ça se répète un petit peu, c'est la même façon de réfléchir. Et moi j'ai vraiment adoré ce jeu pour le côté
pour le côté très cadré d'aventure que l'on mène ensemble, mais aussi pour le petit côté d'interprétation qu'on peut rajouter en plus, qu'on ne trouve pas dans tous les jeux de société. Alors moi de mon côté, ce qui m'a vraiment plu étant à la base joueur de jeux vidéo, j'ai vraiment retrouvé les sensations d'un point and click. Ce genre de jeu à l'époque où justement on arrive dans une pièce, on a un bureau avec un agenda, ok, examiner bureau, utiliser agenda, tout ce genre de choses-là. Et ce que j'ai trouvé également très malin, c'est que j'ai eu cette impression en tant qu'ancien joueur, en tant que joueur de jeux vidéo même actuel, d'avoir peut-être saisi quelques mécaniques que je retrouvais dans les jeux vidéo, donc pour éviter de tomber dans certains pièges. C'est assez pénible parce que quand il y a des pièges et qu'on joue avec Sylvain, lui il s'y attend à l'avance. Par exemple, en montant en haut d'une tour, monsieur, Spoil pas. il n'y a pas de tour. Si, il y a des tours. Il y a des tours. Ouais. Monsieur sait qu'il faut s'accrocher avant de descendre ou des détails comme ça. Et jamais il tombe dans les pièges. Mais c'est ça que j'ai trouvé très fort en fait, c'est qu'ils ont vraiment réussi à reproduire ces sensations-là. Et ensuite, moi, la seule petite crainte que je peux avoir pour ce jeu-là, c'est que nous, on l'a fait avec toi, Martin, en ordinateur, qui généralement interprétait quand même pas mal les choses. Je pense qu'en fonction de l'ordinateur, de celui qui va jouer l'ordinateur, s'il n'est pas forcément très à l'aise, ça peut rendre le jeu un peu plus monotone. Non, mais c'est comme tout. Et certains jeux sont prévus pour un certain type de joueur. Et effectivement, si on n'est pas dans le cœur de cible, ça c'est à vous de le voir. Si on n'est pas à l'aise avec ce type de choses, il ne faut pas y aller. Mais si vous êtes à l'aise, par contre, c'est vraiment très bon. On l'a mis en indispensable sur le blog. Numéro 3. Et nous entrons dans le top 3 de ce top 10 du premier trimestre. En top 3, j'ai décidé de mettre en numéro 3 Jetlag, dont on a parlé tout à l'heure. Alors c'est bon. Voilà. C'est bon. Jetlag. Moi j'ai mis Santa Maria. Ah, on en a déjà parlé, c'est pas... Alors moi, j'ai un nouveau jeu à vous présenter. Ah. Il s'agit de Ponzi Scheme. Ah oui, j'ai Voilà. cherché partout tout à l'heure en me disant peut-être je le mettrai dans le top 10, je ne l'ai pas retrouvé et du coup après j'ai dû penser. Alors Ponzi Scheme, il est sorti déjà depuis pas mal de temps. À l'origine, c'était un jeu coréen il y avait eu quelques boîtes présentées à Essen, mais il y a déjà 2 ans. Il avait été très difficile à obtenir, si ce n'est à des tarifs prohibitifs que même un Santorini daté de l'an dernier, c'était rien du tout à côté. Et là, il a été ensuite réédité par TMG en anglais. Et là, il vient de sortir ce début d'année en français. Donc d'où l'occasion de le remettre en avant, mais c'est un jeu qui ne plaira pas forcément à tout le monde, qui est là pour représenter le système des montages des pyramides de Ponzi, donc c'est les scandales à la Madoff, etc., où en fait on va faire une structure pyramidale et on va attirer des gens en leur proposant des intérêts très élevés et qu'on va financer en remettant de nouvelles personnes dans la pyramide, etc. Et au bout d'un moment, tout tombe par terre et ça fait le scandale Madoff. Donc là, moi ce que j'adore, c'est qu'ils ont réussi à retranscrire cet aspect de fuite en avant, de spirale, où on sait que de toute façon on va aller dans le mur, mais on espère juste que quelqu'un va se planter avant nous, faire banqueroute avant nous. Et chaque tour, on ne sait jamais si ça va être le dernier ou pas, et si on a tout calculé en se disant quelqu'un va se planter et qu'on ne se plante pas, on se retrouve au bord du mur, et du coup on va se rendetter encore plus si on peut, et du coup voilà, il y a vraiment la fuite en avant, c'est super bien rendu au niveau des mécanismes, et puis après, bah voilà, il y a de la négociation entre joueurs, on se fait passer des offres avec des piles de billets dans une enveloppe, l'autre garde peut faire une contre-offre, il y a un petit peu de bluff, on essaie d'évaluer la fortune de chaque personne pour essayer d'aller le plumer en lui proposant des offres qui sont voilà, entre deux ou il ne sait pas quoi en faire. Moi je trouve ça vraiment génial, mais ça ne fonctionnera pas avec tous les joueurs. Non, ça fonctionne. Les mécanismes en eux-mêmes, ils ont besoin qu'on fasse un peu les pitres autour de la table et qu'on en rajoute énormément. Moi j'ai déjà joué avec des joueurs qui restaient très terre à terre et n'arrivaient pas à mettre de l'ambiance dans la partie, et finalement les mécanismes en eux-mêmes ne suffisent pas, je dirais. Il faut qu'il y ait un petit peu plus, et des joueurs qui aiment bien jouer tout simplement, parce que si vraiment on est terre à terre vis-à-vis de l'argent, bah déjà on fait pas ce genre de calcul. Mais voilà, c'est un jeu qui a pas vraiment d'autre équivalent, quoi. On peut pas dire c'est un clone de tel truc ou tel machin, vraiment beaucoup d'originalité, et puis retranscrit J'aime parfaitement le beaucoup, thème. mais j'aime beaucoup, et j'ai fait des parties catastrophiques qui marchaient, mais pas du tout. Donc j'aime avec un certain public. Ouais, changer d'avis. Finalement, je vais le mettre en 7. En deuxième position, j'ai placé le jeu Decrypto, dont on a déjà parlé. Donc voilà. Bon choix. En numéro 2, j'ai classé le jeu Decrypto, dont on a déjà parlé également. Ok. Et ben moi, j'ai placé quelque chose de nouveau. Ah, t'as bien En fait de deuxième position, j'ai placé Star Wars Légion. Donc Star Wars Légion, c'est
un jeu dans l'univers Star Wars par FFG, puisqu'ils ont la licence et qu'ils ne se gênent pas pour l'exploiter. Et c'est un jeu de figurines, donc là où Imperial Assault, qui ressemble beaucoup énormément au niveau des figurines, tapait plutôt dans la gamme un peu Dungeon Crawler et Escarmouche. Là, ils font un jeu qui va plutôt aller taper du côté de Warhammer 40 000 chez Games Workshop, War Machine chez Privateer, toute proportion gardée, parce qu'ils sont encore novices dans ça. Ils ont sorti Rune Wars Miniature l'an dernier, qui n'a pas très très bien marché en France, mais qui aux États-Unis a eu quand même un petit succès d'estime avec le soutien des boutiques de FFG là-bas, leur réseau. Et bon, bah voilà, on est fan de Star Wars, FFG sait exploiter la licence et nous faire rêver avec. Au début, j'étais très... quand il y a eu les premières annonces, j'ai allé un petit peu sur la défensive parce que j'ai toute la gamme d'Imperial Assault, donc j'ai acheté beaucoup de petits bonhommes Star Wars, et là, l'idée c'était de me dire, ils vont essayer de me revendre les mêmes figurines qui vont faire juste 2 mm de plus au niveau des Stormtroopers pour un autre jeu différent, alors qu'ils auraient pu prendre la même échelle. Et je me suis rendu au Festival de Cannes, et là, je me suis aperçu que, en fait, et je vais vous convaincre, que dans Imperial Assault, un ATST, c'est ça, et qu'avec quasiment la même échelle dans Star Wars Légion, un ATST, c'est ça. Ouais. Ah, tu m'as convaincu. Voilà. Alors, ce qui se trouve, c'est que dans Imperial Légion, ils ont un impératif, c'est que cet ATST, il doit tenir sur 6 cases du plateau, alors que là, vu qu'on va jouer sur une grande table et puis qu'on va mesurer avec des gabarits les déplacements, eh bien, ils peuvent se permettre de respecter l'échelle par rapport à un piéton, où là, c'était pas du tout à l'échelle. Voilà. Et du coup, quand les gens voient ça, on n'a même pas besoin de parler du jeu, parce qu'ils se disent que ils veulent acheter ça pour faire ce qu'ils veulent avec, c'est leur vie personnelle, mais voilà. Bon, sinon, j'ai quand même joué au jeu pas mal de fois, c'est vraiment sympathique parce que ça va taper du côté des jeux de figurines à la Warhammer et compagnie, mais ça reste un jeu FFG, donc ils ont leur petite approche jeu de plateau avec une ergonomie où on n'aura pas de maître, ils vont fournir du matériel, il n'y aura pas énormément de tables d'ajustement de valeur à comprendre en lançant CDD propriétaires, donc avec des faces, etc. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients, mais ça permet de rentrer plus facilement dans le truc, et puis ils savent faire vivre une licence et faire du fluff. C'est-à-dire que quand ils faisaient, qu'ils font toujours le trône de fer, chaque fois qu'ils font une carte avec les pouvoirs spéciaux d'un personnage, tu dis, ah bah ouais, c'est trop Ned Stark, ça. Et là, quand ils font la carte de Dark Vador avec les pouvoirs de Dark Vador, tu te dis, c'est Dark Vador. Quand ils te font le Snow Speeder, donc c'est ceux qui vont sur Hoth et qui vont entourer les pieds des AT-AT pour les faire tomber, ils lui mettent un petit harpon dans le dos et il a la possibilité de choper ça pour faire des choses avec. Donc ils sont toujours très fluff, ils savent rendre ça intéressant, et voilà, c'est super. Tu sens que c'est pas que de la licence, quoi. Tu sens qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils connaissent ce qu'ils font. Ben, si tu veux, quand ils ont une licence, ils la pressent jusqu'au bout, mais ils savent faire vivre leur licence. Donc là, c'est un gros truc pour eux, ça fait pas mal de temps qu'ils étaient dessus. Là, il y a eu un gros lancement le mois dernier mondial. Le jeu prend bien, le jeu est intéressant, ça donne envie de le peindre, et voilà. Et je pense que me voilà... prisonnier pour tous les mois à venir, d'acheter tous les mois. Ouais, c'est pour ça que moi je me lance pas là-dedans. Ah mais j'en suis conscient. Hein. Voilà. J'ai envie de jouer à d'autres trucs nuls. Et donc du coup j'aurais plus le temps pour les jeux nuls. Voilà. Donc mon top 2 qui aurait pu être mon top 1, parce que voilà, c'est vraiment mon jeu du moment, et on n'arrête pas de faire les parties pour initier de nouveaux joueurs qui s'en vont grossir les rangs. Numéro 1. Et en numéro 1, j'ai choisi de placer un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé et dont on a déjà parlé. Il s'agit de Château Aventure. Ah bien. Non mais ça m'a vraiment beaucoup plu. En fait, ça fait partie des jeux comme Time Story à l'époque quand il est sorti, où j'aurais envie de faire mon propre scénario, de travailler dessus, parce que c'est un bac à sable, on peut faire ce qu'on veut avec. Bien sûr. Bah, tu disais tout à l'heure, tu parlais des différents auteurs. Pour moi, c'est ça aussi la bonne idée qui est l'horizon, c'est que s'ils veulent sortir d'autres scénarios, ils font appel à d'autres auteurs qui auront à chaque fois la petite idée en plus. Enfin, moi, j'espère en tout cas qu'on va aller vraiment sur quelque chose de... Et j'ai hâte j'espère vraiment, j'ai l'impression que ça va marcher, hein, mais qu'il y aura des suites. Bien sûr, c'est ça. ça. Des suites avec des nouveaux auteurs, avec des petites nouveautés en plus à chaque fois. Je trouve qu'il a des bons retours. Et puis, oui, il est bien classé là dans les ventes. Ouais. Et donc, moi, en numéro 1, j'ai décidé de mettre Château Aventure. Ah, voilà, donc on en parle... C'est bon? On en parle C'est pas bon. Non, ça nous intéresse pas trop. Alors moi, en numéro 1, vas-y. j'ai mis autre chose. Ah tiens. Alors, donc, je ne savais pas s'il était éligible ou pas. Donc, vu que c'est quand même un jeu qui me tient énormément à cœur, et que
C'est un jeu qui est sorti en Kickstarter l'an dernier, mais qui a eu plusieurs reprints en boutique, donc ce qui m'a permis de le trouver en boutique, et qui va sortir d'ici la fin de l'année, normalement en français. J'ai mis Spirit Island. Tadadam. Donc Spirit Island était dans le palmarès du Diamant d'Or, il a fini 3e, ce qui est assez étonnant puisque c'est la première fois que dans ce palmarès des gros jeux, on avait un jeu coopératif. Et réellement, c'est un gros jeu parce qu'il faut vraiment beaucoup réfléchir, il faut planifier, et c'est en même temps un jeu coopératif où il n'y a pas d'effet leader, parce que le jeu est suffisamment complexe, a beaucoup de variables, qui fait qu'un joueur ne peut pas contrôler toute la table. Donc il est vraiment bien de ce côté-là. Au niveau thématique, c'est une île peuplée par ces autochtones qui vivent dans des huttes et qui va être envahie par des explorateurs avec des casques de conquistadors, et les joueurs vont jouer les esprits tutélaires, les esprits totems protecteurs de l'île, et donc vont utiliser leur pouvoir magique et mystique pour effrayer les explorateurs et les renvoyer chez eux avant qu'ils aient entièrement ravagé l'île paradisiaque en y installant des aqueducs, des bornes Wi-Fi et d'autres choses comme ça. Vraiment la thématique est bien rendue, les mécanismes sont très sympas, et c'est pas un... En fait, quand on perd, j'ai presque tendance à dire qu'on le mérite, et quand on gagne, on le mérite. Parce que c'est pas on touille le paquet de cartes, on en retourne une, oh, Séoul, c'est là qu'il vient y avoir l'explosion, on a perdu. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que Quoi, tu vois à quoi je fais allusion. Là, quand on va retourner les cartes qui représentent l'ennemi, enfin, à qui on se confronte, en fait, ça va nous dire où ils vont arriver. Et ça va seulement être au tour suivant qu'ils vont construire leur bâtiment, et seulement au tour suivant qu'ils vont envahir et ravager et attaquer l'île. Ce qui veut dire qu'on a toujours 3 tours pour planifier et pouvoir affronter ce qui va nous tuer. Donc ce qui va demander aux joueurs vraiment d'avoir faire face au moment présent, à la menace présente, faire face à la menace un peu plus diffuse d'après, et si on peut en bonus préparer la menace dans 2 tours qui sera mortelle pour nous seulement dans 2 tours. Et donc il faut vraiment faire appel à toutes les coordinations de pouvoir qu'ont les différents dieux, tout ce qu'ils apportent, pour réussir à gagner. Le jeu, tous les esprits sont très asymétriques, ne se jouent absolument pas de la même manière. Il y en a qui sont plus faciles à prendre en main, d'autres plus durs, mais c'est très bien expliqué par un livret vraiment nickel de ce côté-là. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Que oui, le jeu est plutôt dur, mais qu'on peut varier le niveau de difficulté, c'est-à-dire qu'il peut aller de dur à très dur à très 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 dur, en présentant des scénarios qui vont changer les façons de gagner et de perdre, les setups, rajouter de nouvelles règles, et des ennemis pareil, dont on peut gérer la jauge de difficulté, combiner ça avec les scénarios. Enfin, vraiment un énorme coup de cœur pour un jeu coop qui est pas vraiment ma tasse de thé toujours, mais là vraiment il y a quelque chose, et c'est un coop pour joueurs, pas d'effet leader, rien à redire. Donc voilà, on espère que la VF sera de qualité et puis permettra qui sera bien traduite, parce qu'il y a un paquet de règles quand même, il faut vraiment et c'est moi la seule limite que j'ai, c'est que c'est super agréable à jouer avec toi notamment, parce que tu gères un petit peu tout ce qui se passe sur la table. Il faut un joueur qui ait super bien les règles en tête. Il n'y a pas du tout d'effet leader effectivement dans le déroulement du jeu, mais par contre c'est mieux d'avoir un leader autour de la table pour gérer tout ce qui se passe. Parce que si on joue avec des joueurs brouillons qui passent leur temps dans les règles, par exemple si c'est moi qui l'expliquais, je pense qu'on oublierait des trucs et que ça serait plus compliqué. C'est un peu une usine à gaz quand même. Je le dis sans critiquer, mais c'est bien que les gens l'aient en tête pour savoir si ça leur correspond ou pas. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le bon côté de ce jeu qui ressort, c'est ce côté qui n'est pas effet leader. Et c'est vrai que moi, quand j'y jouais, j'ai trouvé ça très sympa. Ce côté, on a tous des cartes, chacun des cartes différentes, et on communique pour savoir qui c'est qui va aider l'autre joueur. Et ça, j'ai l'impression que quand les gens parlent de ce jeu... Avec des coopérations entre les joueurs en plus. Ouais, il faut vraiment discuter pour avoir une chance de gagner. L'autre atout du jeu, c'est la rejouabilité. Déjà parce qu'on change, suivant les esprits qu'on va prendre, la partie va être complètement différente. Suivant la confrontation, le niveau de l'ennemi, ça va être complètement différent. Moi là, depuis janvier, j'en suis à une 20aine de parties. Et je suis monté jusqu'au niveau 3 des ennemis, sachant qu'ils vont jusqu'à 6. Et qu'après, on peut les boucler avec des scénarios pour encore augmenter la difficulté. Donc, je suis pas arrivé au bout du jeu, mais après, dépasser ça demande de jouer avec des joueurs qui ont déjà un petit peu de bouteille sur le jeu. Et ça joue en solo ?
ceux qui n'ont pas d'amis, ils jouent, et ils jouent eux-mêmes deux esprits. D'accord. Et pour avoir testé, on config 2 joueurs, 3 joueurs et 4 joueurs. Je conseille la configuration 3 joueurs. Parce que par rapport à une config 4 joueurs, on va gagner un petit peu de temps de jeu. Voilà, ça peut faire une partie d'1h30 plutôt que 2 heures, c'est pas plus mal. Et aussi, il y a tellement d'informations, il faut tellement discuter. Il y a une phase de planif où pour mettre en place tous les pouvoirs. En fait, je me suis aperçu qu'à 3 joueurs, ça fonctionne très bien. À 4 joueurs, il y en a toujours un qui risque de se retrouver un petit peu en dehors de la discussion parce que, en fait, ça fait trop d'infos à computer ensemble. Donc voilà, 3 joueurs, c'est nickel parce qu'on peut se dire, attends, si moi je fais ça, toi tu fais ça, lui me relance ça, il va lancer ça en rapide, etc. À 4 joueurs, à 4, il y en a tout le temps un qui va dire attendez, moi je peux faire. Attends, on essaie déjà de mettre notre truc ensemble, nous, et puis après on va avec toi. Et... Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Mais voilà, donc, mais à 3 joueurs, nickel. Mon top 1. Voilà, moi je l'ai pas mis parce que je l'avais pas dans la liste en fait. Sinon, j'ai un peu frouillé pour le mettre en fait. J'aurais peut-être mis. J'aurais peut-être mis aussi, oui, sans doute. Eh bien, merci à tous si vous êtes arrivés jusqu'ici. Ça signifie 2 choses. Déjà, que vous avez regardé toute la vidéo, que ça vous intéresse, donc on est content. Et puis aussi que je l'ai monté, ce qui n'est pas forcément évident. Ce serait bien. Voilà, c'est plus ça, oui. On ira lourd en vacances. Et donc on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qu'on va tourner à la fin du prochain trimestre, au début de l'été. Et sur Facebook, sur Un Monde de Jeux, sur la newsletter. On vous remercie si vous êtes abonné. On essaie de partager un petit peu tout ce qu'on fait sur les différents réseaux sociaux. Comme il y en a beaucoup, le fait d'être abonné à la newsletter, ça vous permet de tout voir. Et puis donc voilà, Twitter, Instagram, tout ça. À bientôt. Merci à vous, au revoir. Nana.